Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire spécial sur l'assurance commerciale en compagnie du Bureau d'assurance du Canada. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis en compagnie de M. Pierre Babinski du Bureau d'assurance du Canada. Je ferai la présentation plus formelle de M. Babinski dans quelques minutes. Il est accompagné aujourd'hui de sa collègue, Mme Lynne Crevier, et du côté de la FCEI. Je suis accompagné de mes collègues Jean-Marc Usher, Rachel Ing, ainsi que de Nathalie Roux. Je vous rappelle que la documentation de la présentation d'aujourd'hui se retrouve dans le panel à votre droite et que vous pouvez également utiliser le panel pour nous acheminer les questions qu'on va utiliser à la fin après nos présentations respectives. Je vous invite également à visiter notre site web. Notre section COVID est très complète. Nous avons beaucoup d'informations sur les autres sujets également qui sont importants pour vous et votre entreprise. Et si à la fin du webinaire, certaines de vos questions sur le sujet d'aujourd'hui ou sur d'autres sujets demeurent sans réponse, visitez notre site web ou communiquez avec nos conseillers et conseillères aux entreprises et feront tout pour vous aider et répondre à vos questions. On le dit et on le répète, conservez un registre des informations importantes concernant votre entreprise. Si vous avez eu droit à la subvention salariale ou celle pour le loyer, si vous avez eu des discussions avec des fournisseurs, si vous avez eu des discussions avec des représentants de l'Agence du revenu du Canada, bref, toutes sortes de discussions avec les agences ou les représentants du gouvernement. On vous invite fortement à conserver un registre. Ça peut être très utile, notamment s'il y avait des audits ou des questions qui seraient posées suite à certains programmes d'aide auxquels vous auriez pu avoir droit et demander et reçu dans le contexte de la COVID. L'agenda aujourd'hui est très simple. Je vais faire une brève mise à jour. Ensuite, nous allons avoir la présentation de M. Babinski et à la fin, on va avoir le temps de répondre à un certain nombre de vos questions. On souhaite répondre au plus grand nombre possible de questions, évidemment, comme on le fait à chacun de nos webinaires. La situation, vous le savez, est loin d'être revenue à la normale à l'échelle du pays, et ce, même si plusieurs provinces, comme le Québec, ont des plans de déconfinement. La même chose a été annoncée dans plusieurs provinces. Évidemment, on souhaite là, et on travaille très fortement, là, on travaille très, très fort pour que toutes les PME du pays soient complètement ouvertes, et ça le plus rapidement possible. Et de faire cette réouverture-là en toute sécurité. Mais notre dernier sondage montrait que seulement 54% des PME étaient complètement ouvertes et seulement 31% ont des revenus normaux pour ce temps-ci de l'année. Et donc, c'est important dans les plans de déconfinement, dans la réouverture de l'économie, que l'accent soit mis sur la réouverture et la relance des PME. Quelques nouvelles que j'aimerais partager avec vous. D'abord, le programme d'embauche pour la relance du Canada a été présenté dans le budget fédéral de 2021. Donc, c'est un programme qui sera disponible entre le 6 juin et le 20 novembre 2021. Et l'objectif du programme, c'est de fournir aux employeurs admissibles une subvention pouvant atteindre 50% de la rémunération, et ça, que ce soit pour l'augmentation des salaires ou des heures travaillées ou pour l'embauche d'un plus grand nombre d'employés. Tous les détails ne sont pas connus, mais évidemment,
dès que plus amples informations seront connues, dès que ce sera possible de faire des applications. D'ailleurs, ma collègue Rachel travaille avec l'Agence du revenu pour avoir un calculateur en ligne, des choses comme ça. Donc, dès qu'on aura tous les détails, on pourra vous les faire parvenir. Hier, si je ne me trompe pas, le programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires a été officiellement lancé. Donc, il offrira des prêts pouvant aller jusqu'à 250 000 aux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs noirs partout au pays. Donc, si ça vous concerne, je vous invite à aller voir en ligne les détails du programme et nous contacter si vous avez des questions. Et l'Agence du revenu du Canada a des heures prolongées, là, donc maintenant du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h aux heures locales, évidemment. Donc, ces heures prolongées-là visent pour le service d'affaires, visent à s'assurer que les agents de l'Agence du revenu du Canada puissent répondre à un plus grand nombre de vos questions. Vous le savez, là, il y a un certain nombre de programmes importants qui vont arriver à échéance bientôt. La subvention salariale et la subvention loyer doivent officiellement prendre fin le 25 septembre avec une possibilité de prolongement jusqu'en novembre, mais officiellement, la date prévue pour la fin du programme, c'est le 25 septembre. Pour le programme de crédit pour les secteurs très touchés et pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, la date limite pour faire des demandes est le 30 juin. Donc, pour tous ces programmes-là, ben, ce sont des dates importantes à garder en tête. Et les prochains mois seront cruciaux pour votre entreprise. Et évidemment, on vous invite à signer notre pétition sur les entreprises dans le contexte de la COVID. On demande au gouvernement fédéral de prolonger l'aide jusqu'à temps que toutes les PME soient complètement ouvertes, d'aider les PME qui sont aux prises avec des dettes en lien avec la pandémie et corriger également les lacunes du programme. Puis là, vous m'avez vu aller chercher des papiers. Ben, j'ai une copie papier justement de la pétition. Donc, je vous invite à aller sur notre site web. Vous voyez l'adresse à l'écran. Puis, quand vous allez recevoir la présentation, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. C'est facile à trouver sur notre site web. C'est dans la section COVID. On a aussi une pétition pour les nouvelles entreprises, mais bref, c'est important que les programmes soient prolongés, c'est important que l'aide soit apportée pour les PME qui se sont endettées, qu'on corrige les lacunes et signer la pétition en grand nombre, ça nous aide beaucoup dans nos activités de représentation gouvernementale. Et donc, si vous avez des questions sur les pétitions, on pourra en parler à la fin de la présentation lors de la période de questions et réponses. Je vous présente maintenant notre invité du Bureau d'assurance du Canada, M. Pierre Babinski. M. Babinski est directeur des communications et des affaires publiques pour le BAC. Il est entré en fonction en mars 2013 à titre de directeur des communications et des affaires publiques pour le Québec. Il gère l'ensemble des communications du Bureau d'assurance du Canada et du groupement des assureurs automobiles. Il détient un baccalauréat en études internationales et stratégiques ainsi que des études supérieures en sciences politiques. Et il a développé au cours des 25 dernières années une expertise en communication, en relations gouvernementales et notamment dans les domaines de défense nationale, de la sécurité publique et du secteur financier. Donc, M. Babinski, la parole est à vous. Merci, M. Guenette. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Alors, comme M. Guenette l'a mentionné, je suis directeur des communications des affaires publiques au BAC. Ma collègue qui se joindra à nous pour la période de questions est Lynne Crevier, responsable des affaires techniques et du Centre d'information sur les assurances pour le Québec. Bonjour. Bonjour Lynne, on te reverra à la toute fin. Le BAC, pour vous situer, l'Association nationale des sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprises. Nos membres représentent au Canada environ 90% des parts de marché du secteur privé de l'assurance de dommages. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, je voulais remercier la FCEI de nous donner l'opportunité de vous parler de la situation en assurance des entreprises, de la façon dont le BAC peut aider les entreprises dans le contexte actuel. Les conditions difficiles qu'on observe actuellement dans le marché de l'assurance ont commencé à se manifester depuis quelques années déjà. Elles étaient dues à une hausse des sinistres qui dépassait largement les primes et ce qui a forcé les assureurs à faire des ajustements à plusieurs niveaux, comme les primes, puis parfois même jusqu'à l'offre d'assurance dans certaines lignes de marché. Prochaine, s'il vous plaît. Si on regarde les facteurs qui influencent l'assurance en général, puis également l'assurance des entreprises, bien, premier, la fréquence des événements météo extrêmes est un facteur qui touche le marché des biens. Ça peut sembler loin de vous, mais on observe une tendance alarmante, c'est-à-dire que entre les années 2000 et 2010, le coût annuel moyen des catastrophes naturelles était d'environ 400 millions de dollars, alors que depuis 2010 jusqu'à maintenant, la moyenne est plutôt passée à 1,9 milliard de dollars. Donc, c'est beaucoup qui est payé par les assureurs à travers le pays pour les catastrophes naturelles. En 2016, c'est 5,1 milliards de dollars qui ont été, les assureurs canadiens ont payé pour des dommages liés aux catastrophes naturelles. C'est un record pour le Canada. L'an passé, c'est 2,4 milliards de dollars qui ont été payés, donc la tendance se maintient vers la hausse. Même si les assureurs s'efforcent de limiter autant que possible les augmentations de primes, la hausse des réclamations combinée avec une baisse des revenus de placement les a forcés à augmenter les primes afin de respecter leurs obligations envers les titulaires de police. On doit récolter les primes nécessaires pour payer les réclamations qu'on s'attend à avoir pour la prochaine année. Bien sûr, la pandémie est venue complexifier la situation, a créé une dynamique qui est tout à fait unique. Je voulais aussi rappeler que l'industrie de l'assurance fait sa part pour aider les entreprises durant cette période économique difficile. En 2020, c'est 2,4 milliards de dollars en mesure d'allègement aux titulaires de contrats d'assurance, donc consommateurs et entreprises, pour aider les Canadiens touchés par la pandémie. C'est environ 800 millions de dollars de ce montant qui sont allés en mesure d'allègement puis en report de primes pour principalement les petites et moyennes entreprises. Les conséquences, il ne faut pas non plus négliger le fait que les conséquences de la pandémie pourraient être assez longues parce que l'incertitude va persister un certain temps. L'assurance est une industrie tournée vers l'avenir, mais l'inconnu met aussi à l'épreuve les principes fondamentaux de l'évaluation des risques et les besoins en prime d'assurance pour régler les réclamations futures. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, pour mettre tout ça en contexte, j'aimerais vous présenter le profil de risque du secteur de la restauration, qui a été un des secteurs les plus durement touchés par les restrictions sanitaires. Toutes les entreprises sont généralement exposées à des risques en responsabilité civile. Ici, sur la diapo, vous allez voir qu'ils sont surtout liés, entre autres, à la nourriture, à l'alcool, des risques d'empoisonnement alimentaire, de la responsabilité liée à l'alcool, etc. Pour votre entreprise, ils sont peut-être différents.
les risques en responsabilité civile, mais vous en avez très certainement. Puis, comme on va le voir plus loin, c'est important pour vous de bien les connaître, peu importe votre secteur d'activité. Avant la pandémie, de façon globale, le marché se durcissait déjà en raison de l'augmentation des risques et des réclamations, comme j'ai mentionné. Les assureurs avaient commencé aussi à renforcer les normes d'évaluation des risques, ou ce qu'on appelle les normes de souscription, dans les secteurs qui sont non rentables pour eux, puis à risque élevé, qu'ils considèrent à risque élevé, comme les bars et certains restaurants indépendants. Prochaine, s'il vous plaît. Ce qu'on voit ici sur la diapo, on regardait le secteur de la restauration avant la pandémie. Ce qu'on voit actuellement et durant la pandémie, ce sont tous les risques qu'on voyait dans la diapo précédente, plus ceux qui s'ajoutent et qui sont particuliers à la pandémie. Donc, les propriétés commerciales qui se retrouvent maintenant en occupation réduite ou qui sont inoccupées, bien que le risque de dégâts d'eau ou d'incendie persiste, mais il n'y a personne dans les lieux pour le constater. Risque naturellement de transmission de la COVID sur les lieux, donc un risque de responsabilité civile en cas de négligence. L'augmentation naturellement des activités en ligne, donc le risque, le cyber-risque qui est augmenté. Le taux pour l'assurance responsabilité civile complémentaire augmente aussi en raison des pressions financières accrues. Donc, c'est ce qu'on voit, au Canada là, depuis ces dernières années. La prochaine, s'il vous plaît. Pour la suite, ce que j'aimerais faire, c'est regarder avec vous des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre profil d'assurance et comment le BAC peut aussi vous aider si vous avez des questions en cours de route. Donc, voici quelques conseils qui pourront vous permettre de vous adapter aux conditions actuelles. Premièrement, magasiner. Ça, c'est bon en tout temps, c'est pas seulement dans le contexte actuel, mais l'assurance des entreprises est un marché très concurrentiel. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, explorez toutes vos options. Il est possible qu'une autre compagnie d'assurance puisse vous offrir une couverture différente pour moins cher. Assurez-vous que votre courtier contacte plusieurs assureurs pour savoir ce qu'ils peuvent vous offrir. Aussi que votre courtier possède les renseignements les plus à jour sur la capacité des assureurs. Il y a des assureurs qui vont mettre plus ou moins de capacité selon la situation. Et il doit aussi connaître quels assureurs pourraient s'être retirés du marché. La meilleure façon d'entamer ce processus-là, c'est de faire affaire avec un agent ou un courtier d'entreprise qui connaît votre type d'entreprise, qui connaît votre secteur, puis qu'il est disposé à investir le temps et les efforts nécessaires pour comprendre vos besoins particuliers. Un agent ou un courtier d'assurance qui est proactif, c'est un atout précieux pour vous et votre entreprise. Puis, n'oubliez pas non plus, c'est important de savoir que les courtiers n'ont pas tous accès aux mêmes assureurs. Donc, on peut vouloir s'assurer qu'on a un courtier qui connaît bien notre secteur ou qui se spécialise peut-être dans notre secteur d'opération. Ensuite, la capacité d'assurance est généralement disponible. Certainement dans certains secteurs d'activité, on voit même une nouvelle capacité, donc une possibilité là, de prendre plus de risques. Ce n'est pas le cas pour tous les secteurs d'activité. Il faut comprendre que tout dépend du rapport sinistre-prime dans ce secteur-là pour un assureur en particulier, ce qu'on appelle son expérience de sinistre dans votre secteur. Le fait que certains assureurs peuvent avoir une meilleure expérience de sinistre dans un secteur que d'autres assureurs est une raison de plus pour magasiner. Troisièmement, troisième plus, gérer vos risques avec votre courtier. Examinez de près vos stratégies de gestion de risque. Assurez-vous que votre demande d'assurance est complète. Mentionnez les réclamations précédentes s'il y en a eu, mais ce qui est important, c'est aussi d'inclure
les mesures correctives que vous avez prises pour atténuer ces risques, donc pour ne pas répéter les réclamations du passé. Ça va être particulièrement important pour l'assureur. Donc, les stratégies de risque vont varier selon le type d'assurance d'entreprise naturellement. Puis, lorsque vous planifiez votre couverture d'assurance, une chose importante à faire avec l'aide de votre représentant d'assurance, c'est de déterminer pour vous, pour votre connaissance, premièrement, les sinistres potentiels qui pourraient compromettre votre entreprise, puis d'aller chercher les protections d'assurance pour les couvrir, ces risques-là. Poser des questions sur tout ce qui, selon vous, pourrait arriver à votre entreprise, puis sur la façon dont l'assurance pourrait intervenir. Et finalement, demandez à votre courtier ce que vous pourriez faire pour réduire vos primes d'assurance. Par exemple, votre assureur pourrait diminuer vos primes si vous augmentez votre franchise ou si vous modifiez certaines limites de couverture d'assurance. Il est important, par contre, de tenir compte de vos liquidités et de votre capacité à payer une franchise plus élevée s'il arrivait une réclamation. Si vous avez toujours de la difficulté à trouver une assurance adéquate, appelez le centre d'assurance le centre d'information sur les assurances du BAC. Nos agents sont là pour répondre à vos questions et vous aider. Nous sommes présentement au Québec en voie de nous adjoindre les services d'un gestionnaire de risque, plus spécifiquement pour le marché québécois. La prochaine, s'il vous plaît. Ce qu'est un gestionnaire de risque, bon, ici, on a des conseils, des stratégies à envisager. Un gestionnaire de risque, ça se spécialise dans l'identification des risques pour votre entreprise, puis recommander des mesures préventives pour les minimiser. Ça peut avoir une incidence à court et à plus long terme sur votre contrat d'assurance. Je peux généralement vous expliquer le système de placement d'assurance, les meilleures façons de trouver un courtier ou un agent d'assurance qui répond à vos besoins si vous n'en avez pas. Il peut examiner votre contrat d'assurance, faire des suggestions sur la manière dont votre courtier ou votre agent pourrait approcher votre dossier afin de mieux atteindre vos objectifs de souscription d'assurance. Pour prendre contact avec un des gestionnaires de risque du BAC, vous pouvez appeler la ligne d'information sur les assurances où vous verrez le numéro de téléphone plus loin dans la présentation. Puis, c'est un service qui est offert pour aider les entreprises ou organisations qui, incluant les organismes à but non lucratif, qui ont du mal à trouver une assurance qui réponde à leurs besoins. Un gestionnaire de risque du BAC ont aidé des centaines d'entreprises partout au pays. Au Québec, pour le moment, ce service est encore en développement, mais nos agents du centre d'information restent disponibles pour vous aider. Donc, n'appelez pas tous au BAC cet après-midi pour parler à un gestionnaire de risque, là, ça ne sera pas possible. On va aviser la FCEI qui pourra vous transmettre l'information lorsque le service de gestion de risque pour le Québec sera pleinement disponible. Heureusement, l'expérience de la dernière année me permet tout de même de vous présenter dans la diapo que vous avez devant vous des thèmes communs qui sont apparus dans le travail des gestionnaires de risque et qui ont aidé les entreprises à trouver une assurance. Donc, à partir de ça, vous pouvez déjà commencer à y réfléchir vous-même et à faire évoluer votre dossier d'assurance avec votre représentant. Donc, ce que vous voyez là, séparer les activités à faible risque des activités à haut risque en différentes entités, c'est toujours mieux. C'est plus simple après ça pour expliquer, puis pour l'assureur de voir quelle couverture peut aller pour chacune des entités et non pas tout mettre dans le même panier, puis représenter un risque qui peut sembler beaucoup plus gros. On peut informer l'assureur des mesures que vous avez prises pour atténuer les risques puis éviter les réclamations du passé. Mettre à jour le chiffre d'affaires, les revenus, les ventes d'alcool, par exemple, si vous avez un permis d'alcool, mettre à jour les limites de perte d'exploitation pour l'année précédente, pour tenir compte du ralentissement dû à la pandémie. Donc, vous pourriez obtenir un rabais ou un remboursement de primes.
vous pouvez aussi montrer à l'assureur la façon dont votre modèle d'affaires a évolué par rapport à l'année précédente. Puis, si vous avez encore une fois un permis d'alcool, vous pouvez créer une politique en matière d'alcool pour montrer à l'assureur quelles mesures vous mettez en place pour vous assurer que vous n'êtes pas exposé à un risque en responsabilité civile, par exemple pour une poursuite advenant des facultés affaiblies. Puis, naturellement, des évaluations comme la valeur de votre édifice et tout ça, des évaluations professionnelles peuvent être des outils aussi pour obtenir des limites qui sont à jour, ne pas trop payer ou s'assurer qu'on n'est pas sous-assuré selon l'évolution de notre capital. Prochaine, s'il vous plaît. Selon l'endroit où vous vivez, parce que je pense qu'on a des auditeurs d'ailleurs qu'au Québec, l'économie va commencer à réouvrir incessamment. Au Québec, on est en plein dedans. Vous devriez donc prendre le temps de réfléchir à la manière de positionner votre entreprise, comprendre tous les risques connus et anticipés, peut-être des nouveaux risques. Ça va vous permettre de mesurer votre exposition au risque puis d'établir l'ordre de priorité à prendre pour les mesures pour réduire les pertes potentielles parce qu'on ne peut pas toujours tout faire en même temps. Donc, surtout s'il y a des coûts pour atténuer les risques, on doit se faire une liste de priorités, ce qui va avoir une influence plus immédiate sur les primes, par exemple. On ne peut pas éliminer tous les risques. Par contre, un plan de gestion de risque va démontrer à votre assureur votre engagement à réduire et prévenir les pertes. Puis, ça peut faire de votre entreprise un risque qui est plus facile à assurer. Donc, aussi, contactez votre agent d'assurance pour l'informer que vous vous préparez à réouvrir. Assurez-vous d'avoir votre stratégie appropriée. Expliquez-lui les changements que vous avez apportés aux activités de votre entreprise en raison de la pandémie. Parce que certains changements pourraient avoir une incidence sur votre couverture d'assurance. Informez-vous aussi, je ne pense pas que j'ai à dire à grand nombre de vous informer auprès des autorités sanitaires locales pour la meilleure façon de prévenir la propagation de la COVID au sein de votre entreprise. Donc, par contre, vous pouvez communiquer avec votre représentant d'assurance parce que les polices d'assurance peuvent devoir être mises à jour en fonction de nouvelles activités. Les cyberrisques, donc l'assurance spécialisée pour les cyberrisques est relativement nouvelle. Elle continue d'évoluer. Ça peut vous procurer une couverture pour les pertes liées à la cybercriminalité, des frais juridiques, responsabilité civile, les frais de gestion de crise, des frais pour restaurer la programmation informatique ou les données, puis des pertes d'exploitation. Soyez prêts pour votre prochain renouvellement. Attendez pas la dernière minute, puis contactez votre courtier tôt pour éviter les mauvaises surprises. Prochaine, s'il vous plaît. Par l'entremise, on a vu des réussites par l'entremise de notre ligne d'assistance sur l'assurance, puis d'un site web national qui a été créé sur l'assurance entreprise. Le BAC a aidé de nombreuses entreprises qui avaient du mal à obtenir une assurance. Du lundi au vendredi, nos experts qui répondent à la ligne d'information aident les gens à travers le pays en les conseillant, en les aidant à trouver des solutions à leurs problèmes d'assurance. Les cas plus difficiles, nos experts vont examiner le dossier plus à fond et dans certains cas, ils pourront bientôt le transmettre à un gestionnaire de risque. Je voulais toutefois préciser, je pense que c'est important que les agents d'information du BAC n'interviennent pas auprès des assureurs lorsqu'il s'agit seulement d'un cas où vous jugez que votre prime est trop chère. C'est un marché concurrentiel, il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau-là en magasinant, mais nos agents n'interviennent pas nécessairement sur la prime. On intervient plutôt aux besoins lorsqu'on parle d'enjeux d'accès à la couverture d'assurance nécessaire pour opérer. Donc, en Ontario aussi, il y a une équipe d'action en assurance des entreprises qui a été mise sur pied pour aider le secteur de la restauration.
Ce programme-là a permis à plusieurs entreprises de trouver une couverture adéquate. Donc, ça fonctionne bien. On continue d'aider les gens qui nous appellent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Peut-être pour vous donner un aperçu, j'aimerais souligner quelques exemples de réussite ou du succès à placer des risques auprès d'assureurs. Je donne des exemples ici. En Ontario, nos gestionnaires de risques ont travaillé avec 2 restaurants haut de gamme qui ont des succursales à divers endroits, qui est exploité par une seule entreprise. Le courtier, dans la discussion avec le courtier au sujet d'un rapport élevé alcool-nourriture, en termes de coûts, on a découvert que c'était dû à des vins très chers. Donc, ça peut sembler banal, mais en précisant ça dans la demande d'assurance, l'entreprise a pu obtenir un renouvellement de son assureur actuel qui était devenu hésitant, vu des coûts très importants, la valeur très importante de l'alcool par rapport à la nourriture. Un autre exemple, un hôtel en Colombie-Britannique qui avait contacté le BAC pour obtenir de l'aide après avoir reçu un avis de renouvellement comportant une importante augmentation des primes. Le gestionnaire de risque a examiné la demande d'assurance, en fait le contrat précédent, puis a vu qu'en raison de la COVID-19, l'entreprise était admissible à un remboursement par son assureur sur sa prime d'assurance responsabilité civile. C'est des choses aussi qu'un courtier, qu'un représentant d'assurance peut faire lorsque vous discutez de votre dossier avec elle ou lui. Un dernier exemple, un manège équestre en Saskatchewan qui s'est adressé au BAC. Son agent d'assurance lui a dit qu'il ne pouvait plus le couvrir à 100%, qu'il allait réduire la capacité à 50%. Et en magasinant, pour en trouver le 50% restant, il recevait des soumissions avec des primes 3 fois supérieures à sa prime actuelle. Le gestionnaire de risque a examiné les risques. Il a regardé la façon que les actifs étaient répartis sur le terrain. Et ce qu'il a vu, c'est que le risque total couvert par la police était bien réparti. Et donc, ce n'était pas susceptible de causer une perte totale en cas d'incendie. Puis avec ces renseignements-là en main, l'agent a décidé d'accepter 100% du risque, moyennement une légère augmentation de la prime. Donc, ce qui semblait beaucoup en capital immobilier, une fois réparti, puis qu'on démontrait que s'il y avait un incendie, ce n'est pas tout qui s'envolait en flammes, mais seulement un édifice à la fois, mais ça atténuait le risque aux yeux de l'assureur. Je pense que ces exemples-là illustrent bien comment une bonne analyse de risque peut influencer positivement votre dossier d'assurance. Votre assureur va connaître votre secteur d'activité, mais il ne peut pas souvent voir vos installations. Vous pouvez donc l'aider à mieux comprendre votre situation unique en lui donnant le plus de détails pertinents possible. C'est vous qui connaissez votre entreprise mieux que quiconque. Vous êtes votre meilleur gestionnaire de risque, certainement en termes d'identifier les risques potentiels. Aussi, je voulais mentionner, une relation entre un assureur et son client ne doit pas être à sens unique. J'encourage à prendre le contrôle de votre dossier, de votre situation. Soyez proactif avec votre représentant d'assurance ou votre courtier. Exigez qu'ils prennent le temps de bien étudier votre dossier puis avec vous, puis assurez-vous aussi de bien comprendre les couvertures et les conditions qu'ils vous proposent. Donc, vous avez une grosse part à jouer, puis ayez de hautes attentes envers votre représentant et demandez à ce que les réponses à toutes vos questions. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on a vu, les défis auxquels sont confrontés le marché de l'assurance des entreprises ne disparaîtront pas du jour au lendemain. L'impact de la COVID sur les entreprises, les coûts croissants liés aux événements météo extrêmes, catastrophes naturelles restent difficiles à prévoir, mais c'est clair qu'ils vont continuer à poser des problèmes dans un proche avenir. Ça met encore plus de pression
tant sur les assureurs que sur vous, leurs clients. Les assureurs de dommages du Canada s'engagent et certainement depuis le début de la pandémie, se sont engagés à travailler avec les entreprises et les gouvernements pour surmonter les dossiers, les défis actuels du marché. Donc, j'encourage tous ceux qui ont de la difficulté à obtenir une assurance à utiliser les ressources qu'on a mis en place pour aider les entreprises. On encourage aussi les propriétaires de petites moyennes entreprises qui ont des problèmes à appeler la ligne d'assistance sur l'assurance, puis vous serez dirigé vers la ressource appropriée selon l'endroit d'où vous appelez. On est là pour vous aider. Merci. Prochaine, s'il vous plaît. Je retourne donc la parole à M. Guénette qui animera la séance de questions. Puis je vous rappelle que ma collègue Lynn Crevier pourra également répondre à vos questions. On ne pourra pas malheureusement répondre ou traiter des dossiers spécifiques particuliers. Si vous avez des questions qui concernent une situation particulière qui vous affecte, on vous invite à communiquer avec nos agents d'information qui sauront également vous aider selon le contexte. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation très instructive. Et puis, je vais tout de suite commencer avec les questions. On reçoit des questions là, des gens qui assistent au webinaire. Donc, la première question, est-ce que la prime d'assurance va augmenter automatiquement s'il y a un sinistre? Et si oui, à quel pourcentage d'augmentation on doit s'attendre? Bien, c'est clair que si notre historique de sinistre détermine le risque qu'on représente aux yeux de l'assureur. Donc, selon le type de sinistre qu'on vit, selon le contexte, bien, on peut dire que c'est pas probable qu'il y ait une augmentation de la prime. Maintenant, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est s'assurer qu'on explique à l'assureur les mesures d'atténuation qu'on a mis en place pour s'assurer que ça ne se reproduit plus. Donc, pour un assureur, s'il y a eu une réclamation, c'est une chose, le risque est peut-être plus grand, mais si entre-temps, s'il a la perception que la personne va simplement se fier sur l'assurance pour payer chaque fois qu'il y a un dommage plutôt que de mettre en place des mesures correctives, ben, ça n'aidera pas son dossier. Donc, oui, probablement une augmentation de prime à cause de l'aggravation du risque, mais il y a des choses qu'on peut faire pour peut-être diminuer cette augmentation-là ou s'assurer qu'elle ne suive pas trop longtemps. Parfait, merci beaucoup. Donc, vous avez parlé plutôt du secteur de la restauration. Vous avez montré ça en exemple. Un autre secteur qui a été fortement touché là, ces dernières années, c'est aussi le secteur du transport, le secteur du camionnage. Donc, j'ai une question aussi qui touche le secteur du camionnage. Donc, les camionneurs ont beaucoup de mal à s'assurer. Les compagnies d'assurance ont rendu, selon le membre là, qui nous écrit, les compagnies d'assurance ont rendu le processus difficile et long et ça a entraîné la perte d'activité pour de nombreux camionneurs. Donc, fait référence après le tragique accident de Humboldt en 2018, les compagnies d'assurance ont augmenté les prix et rendu l'obtention d'une assurance extrêmement difficile. Beaucoup de mes collègues de cette industrie traversent la même tourmente. Donc, avez-vous des recommandations à faire pour l'industrie du camionnage? Bien, puis naturellement, selon où on opère au Canada, la situation peut être un peu différente. Je sais qu'au Québec, il y a eu, puis ailleurs au Canada, il y a eu des dialogues autant avec l'Association canadienne du camionnage, puis il y en a eu aussi au Québec. C'est clair qu'un des objectifs qu'on avait, c'était
que nos membres comprennent mieux les enjeux que vit cette industrie-là. Pénurie de main-d'œuvre, des conducteurs qui sont moins expérimentés et donc qui, pour l'assureur, peut représenter un plus grand risque, ce qui peut naturellement avoir un impact sur les coûts d'assurance. Donc, puis aussi de voir qu'est-ce que l'industrie était prête à faire en termes de mesures d'atténuation des risques, de mettre en place des programmes de prévention, de formation. C'est sûr que aussi on mentionnait qu'une norme nationale ou certainement plus uniforme en termes de qualification minimale pour les conducteurs aiderait aussi à travers le pays les assureurs à mieux comprendre le niveau de risque que représente chacun des chauffeurs. Donc, c'est sûr que si vous avez une flotte versus si vous êtes un conducteur opérateur, un propriétaire opérateur, les enjeux sont probablement un peu différents. Ça dépend aussi si vous allez aux États-Unis, parce que les poursuites aux États-Unis ont beaucoup augmenté, puis ça a un impact très important sur le niveau de risque que vous pouvez représenter auprès de l'assureur. Donc, de vraiment expliquer à votre assureur comment vous opérez, c'est quoi vos mesures de qualification, de formation des conducteurs. Mais c'est sûr que si on est obligé d'avoir des chauffeurs qui sont relativement juniors ou peu expérimentés, mais ça, c'est des choses lesquelles les assureurs risquent d'avoir moins de flexibilité. Merci beaucoup pour cette réponse, Pierre. Ici, là, dans votre présentation, vous avez parlé là, du Bureau là, de gestion des risques au Québec. Là. Une question ici, est-ce qu'il y a une date prévue pour l'entrée en fonction du service et est-ce que ce sera un service payant ou gratuit? Bien, là où c'est disponible au Canada, c'est un service gratuit, donc offert par le BAC. On aimerait bien, d'ici la fin du mois de juin, avoir quelque chose en place. Comme je l'ai mentionné dans la présentation, c'est sûr, puis c'est un service qui peut être disponible à travers d'autres organismes, probablement payants à ce moment-là, mais faut pas oublier aussi que notre courtier d'assurance, notre agent d'assurance qui connaît notre secteur peut aussi, si on lui demande, là, bon, c'est quoi les risques là, auxquels j'ai peut-être pas pensé, puis qu'est-ce que vous voyez en termes de mesures d'atténuation de ces risques-là chez d'autres clients. Donc, il y a des façons qu'on peut avancer nous-mêmes dans ça. Le plus important, c'est d'identifier nos risques, les risques auxquels notre entreprise est exposée. Puis, à ce moment-là, ben, c'est le moyen de débuter la discussion avec notre représentant d'assurance et éventuellement, possiblement, avec un gestionnaire du risque. Le gestionnaire de risque ne fera pas tout pour vous. Il va souligner les risques, discuter de mesures d'atténuation. Mais si vous connaissez déjà bien votre entreprise, vous êtes probablement aussi bien équipé que le gestionnaire de risque pour voir quelles sont les mesures qu'on met en place pour ça. Il s'agit aussi de s'assurer qu'on ne désigne pas s'il y a des investissements qui sont nécessaires pour atténuer les risques, parce que ce qu'on ne veut pas dépenser parfois pour réduire les risques, on peut le payer en prime d'assurance. Très bien, merci beaucoup, Pierre. Aussi, là, on a parlé plus tôt, là, vous avez mentionné là, la responsabilité civile. Donc, ici, on pose une question en lien avec la responsabilité civile de l'entreprise. Est-ce qu'on peut demander de diminuer ou arrêter la prime de responsabilité civile pour les périodes durant laquelle l'entreprise était fermée là, en raison des mesures gouvernementales? Bien, puis j'inviterai Lynn peut-être à compléter, mais c'est sûr que c'est très risqué d'éliminer une protection en responsabilité civile parce que
Oui, on pense que la bâtisse est fermée et tout ça, mais s'il y a un feu à l'intérieur, même si on n'est pas là, puis qui se propage à d'autres édifices, on peut être tenu responsable, même si on n'est pas en activité ou que l'endroit est vacant. Donc, cette responsabilité civile-là, on peut peut-être voir en diminuer l'ampleur, mais elle nous suit dès qu'on a un édifice, peu importe sa nature ou les activités qu'on y fait, il y a une certaine exposition au risque. Lynn? Ben, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas grand-chose à ajouter, mais effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut évaluer. Puis, même si on est locataire d'un local, c'est vide, là, mais le risque en responsabilité civile, il demeure important. Ça, ce serait pas la chose à faire. Il y a sûrement d'autres choses qu'on peut regarder avec notre agent, notre courtier, où on peut peut-être couper, réduire certaines protections. Mais feu, responsabilité civile, c'est des choses, si on est propriétaire qui sont... Puis si on est locataire, c'est d'autant plus important aussi la responsabilité civile, parce que même si le propriétaire est assuré, lui peut nous poursuivre s'il arrive quelque chose. Fait que, si on est un restaurant, on ne sert plus de nourriture, il n'y a pas de risque d'empoisonnement ou de transmission, mais il y a d'autres façons où notre responsabilité civile peut être engagée. J'ajouterais peut-être que ce serait peut-être plus sur l'assurance des biens. Tu sais, si l'entreprise a retiré certains biens pour pas laisser de choses de valeur sur place, ben ça, peut-être que le montant d'assurance sur les biens pourrait être revu. Là, ça va dépendre de chaque situation, mais ça serait mieux de penser. C'est sûr que si on laisse des choses sur place, les biens, ben il faut les protéger aussi, là. Mais en responsabilité civile, on s'expose beaucoup pour des montants importants. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Québec, l'assurance de responsabilité nous couvre aussi pour les frais que ça va coûter pour nous défendre. Alors, l'assureur, ça, c'est un montant qui vient en plus du montant d'assurance de responsabilité. Donc, l'assureur va payer complètement notre défense et puis même si on n'est pas responsable, on pourrait être poursuivi. Alors, puis l'assureur va intervenir si c'est couvert, là. L'assureur va intervenir puis il va payer tous ces frais-là. Alors, c'est une raison de plus pour conserver l'assurance de responsabilité. Si je peux me permettre, des commentaires qu'on a entendus beaucoup de la part de nos membres, c'est sur le chiffre d'affaires. Donc, l'entreprise a dû limiter de façon considérable ses activités en raison des ordres gouvernementaux, là. Donc, les restaurants ont fermé les salles à manger, donc évidemment, le chiffre d'affaires a été impacté. Dans certains cas, il y a eu des mesures de confinement où le commerce au détail aussi était fermé, donc on ne pouvait plus aller en personne, en magasin, acheter des chaussures ou je ne sais pas quoi. C'est quoi l'importance de communiquer son nouveau chiffre d'affaires par rapport au prix de sa prime d'assurance? Parce que j'imagine que si on avait, je ne sais pas moi, 500 000 ou 1 million ou 5 millions de chiffre d'affaires, puis avec la pandémie, ben, ça a été réduit de 30, 40 ou 50 %, il y a certainement, est-ce que ça a un impact sur le coût de l'assurance? Est-ce que tu veux que j'y aille, Pierre? En fait, Oui. il y a des protections pour justement l'interruption des affaires en cas de sinistre couvert. Donc, j'ai un incendie, je ne peux pas poursuivre mes activités et l'assureur va compenser selon les termes de la protection. Sauf que c'est sûr que si justement mon chiffre d'affaires a diminué, ben j'aurais peut-être pas besoin de la même protection. Alors ça, c'est vraiment d'évaluer justement avec notre représentant en assurance là, quel sera l'impact là, sur la prime. C'est directement relié. Très bien. Donc, je comprends que ce nouveau chiffre d'affaires-là, vous encouragez les propriétaires d'entreprise à le communiquer au courtier ou à l'entreprise pour faire une évaluation de la police et des coûts Oui, associés à c'est la ça, de police. la couverture. Est-ce qu'on a besoin du même montant? Parce que la prime, pour cette protection-là, on a une protection qui, disons, qui va nous couvrir pour un tant de milliers de dollars, mais jusqu'à une limite de tant de milliers de dollars, mais peut-être que cette limite-là est pas nécessaire dans la situation actuelle et la prime est directement reliée à cette limite-là. Alors, si on dit, ben moi, j'entrevois pas
mon chiffre d'affaires cette année, il va être, je sais pas, la moitié de l'année passée, mais c'est probablement pas nécessaire de conserver la limite qu'on avait l'année précédente, là. Et ça aura un impact direct sur la prime. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y. Jasmin, peut-être, je dirais de façon générale, peut-être comme suggestion, chaque fois qu'il y a un changement significatif dans la situation de notre entreprise, que ce soit le chiffre d'affaires, on a moins d'employés, on a moins d'inventaire, on fait plus de livraisons qu'avant, on devrait avoir une discussion avec notre courtier ou notre agent d'assurance. Parce que parfois, c'est des choses où on peut peut-être aller chercher des remboursements. Parfois, même, on peut se faire dire, ah, mais là, ça, pour les livraisons, tu n'es peut-être pas couvert adéquatement. Donc, ça me permet d'avoir régulièrement, maintenir un bon contact avec notre courtier ou notre agent, qui soit toujours au courant de l'évolution de notre plan d'affaires ou de nos activités. Comme ça, lui-même peut, à un moment donné, dire, bon, ça fait 2 ans qu'on s'est parlé du chiffre d'affaires, tu as sûrement repris tes activités, ça serait important qu'on le mette à jour. Donc, l'impliquer, le garder informé, c'est toujours une bonne chose. Puis même si à ce moment-là, il va dire, OK, ben c'est noté, merci, ça ne change rien à ta couverture, mais peut-être que la prochaine fois, ça va avoir un impact positif sur la couverture aussi. Très bien, merci beaucoup. Une autre question ici là, sur, au fond, certaines bonnes pratiques pour trouver un bon courtier ou s'assurer que le courtier, au fond, travaille vraiment pour l'intérêt de la PME, là, puis s'assurer qu'il y ait une forme d'indépendance là, entre le courtier puis les entreprises, là, les compagnies d'assurance. Donc, est-ce qu'il y a comme des bonnes pratiques ou des codes d'éthique qui sont en place là, qui visent justement à assurer que le courtier travaille dans le meilleur intérêt de la PME? Je peux commencer, Lynn. Bien, premièrement, un courtier a des engagements ou des ententes avec différents assureurs. Comme j'ai mentionné dans la présentation, il ne représente pas, c'est-à-dire il n'est pas l'intermédiaire qui a accès nécessairement à tous les assureurs. Sur demande, il va nous dire avec qui il a des liens pour obtenir des soumissions. Donc, il faut lui parler, il faut lui demander, est-ce que tu connais bien mon secteur? Tu as combien de clients qui ont mon type d'entreprise? Donc, on peut certainement voir si on a quelqu'un qui semble être la bonne personne pour être notre intermédiaire en termes d'assurance. Lynn, qui a déjà œuvré dans le secteur du courtage, tu as probablement aussi d'autres bons conseils à donner. Bien, en fait, c'est pour rassurer les gens, c'est que les courtiers ont un code de déontologie. Alors, il doit prendre l'intérêt de son client. Ça devrait être au cœur là, de ses activités. Puis, il ne devrait pas non plus s'embarquer dans un dossier s'il ne connaît pas, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Alors, ça, c'est encadré par son code de déontologie. Mais là, comment on fait pour dénicher la perle? Là? Ben, c'est sûr que c'est en magasinant, mais comme Pierre a dit, c'est de poser les questions à savoir est-ce qu'il connaît bien notre secteur. Surtout si, disons, on rencontre des difficultés, on appelle à différents endroits, puis on se fait dire différentes choses. Ben, au fur et à mesure, on apprend là, sur c'est quoi les barrières, puis on peut poser des questions un petit peu plus là, pour savoir si le courtier, lui, est capable de faire tomber ces barrières-là. Alors, comme Pierre a dit dans la présentation, il faut être vraiment impliqué dans son dossier d'assurance. Puis je dirais que des fois, on dirait qu'on a tendance, c'est vrai que c'est compliqué l'assurance, puis on a tendance à se dire, ben il y a un représentant qui s'occupe de moi, je sais pas trop qu'est-ce que ça fait l'assurance, puis mais on devrait traiter ce genre de dossier-là comme avec n'importe quel fournisseur. On ne signera pas n'importe quel contrat pour, je sais pas, là, pour s'approvisionner ou alors l'assurance, c'est ça qui protège le patrimoine de l'entreprise. Alors, on devrait traiter ces contrats-là de la même façon, puis de magasiner notre fournisseur probablement de la même façon. Très bien, merci. Il nous reste seulement 5 minutes, donc il y a encore un certain nombre de questions en attente, mais j'aimerais revenir sur
vous avez dit bien magasiner son assurance, avoir la couverture qui est conforme à nos opérations, tout ça. Là. Un certain nombre de questions qu'on a reçues là, de la part de nos membres depuis plusieurs mois, là, ça concerne l'assurance des pertes d'exploitation. Peut-être expliquer un peu c'est quoi dans les grandes lignes ce type de couverture-là, puis qu'est-ce que ça peut couvrir et ne pas couvrir? En fait, c'est relié aux risques qui sont couverts sur notre police. Par exemple, je suis assurée pour l'incendie, je subis un incendie et pendant la réparation, la restauration des lieux, je ne peux pas opérer, donc j'ai une perte dans mon chiffre d'affaires et c'est cette assurance-là qui va compenser. Donc, c'est pour ça mais il y a une limite à cette protection-là. Puis ça peut varier d'un assureur à l'autre, puis ça va varier selon l'étude du dossier qu'on va faire. Mais il y a aussi des protections pour ça. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, oui. OK. Puis il y a des protections aussi pour qu'est-ce que ça nous coûte de plus pour se relocaliser, pour pouvoir continuer à opérer. Mais c'est ça, il faut que je me réinstalle ailleurs. Il y a des protections aussi pour ça, aussi avec des limites, mais c'est une autre protection qui, en fait, va prévenir les pertes de chiffre d'affaires. Je vais pouvoir continuer à opérer mon entreprise, mais ailleurs. Alors là, l'assureur va compenser pour les frais que ça coûte de plus pour pouvoir se relocaliser temporairement. En gros, c'est les deux grandes protections là, qui existent en assurance d'interruption des affaires. Puis, comme au début de la pandémie, on en a parlé beaucoup, bien, lorsqu'on parle de pandémie ou d'ordre du gouvernement, lorsqu'on parle d'interruption des affaires, bien, c'est comme Lynn l'expliquait, c'est lié à nos couvertures, c'est lié à des dommages physiques. Il faut qu'il y ait eu un incendie, il faut qu'il y ait eu des vents qui ont endommagé la bâtisse ou notre chaîne de production, des choses comme ça pour engager ça. Donc, c'est vraiment lié à un dommage physique, cette protection. Très bien, merci. Et puis aussi, il y a plusieurs entreprises là, dont les bureaux sont à la maison. Là. Donc, est-ce que l'assurance personnelle ou l'assurance de maison va couvrir le bureau qu'on a à la maison ou ça nous prend aussi une autre assurance puis une autre assurance entreprise? Ça prendrait une assurance entreprise. Il faut aviser son assureur à maison là, qu'on travaille de la maison. Les biens qui sont reliés, reliés à notre profession, à notre travail, sont limités dans le contrat d'assurance. Puis, il faut qu'il y ait une évaluation, là, parce que si jamais on recevait des clients ou des fournisseurs, même si c'est pas beaucoup, c'est pas à l'assuré d'évaluer ça parce que les critères varient d'un assureur à l'autre. Alors, c'est bien important d'aviser son assureur habitation, mais l'assurance habitation n'est pas faite pour couvrir une entreprise. Ça va couvrir, souvent, là, ça va se limiter à 2 ou 5 000 $ pour couvrir l'ordinateur, quelques affaires, mais c'est vraiment très, très, très limité. Puis en plus, c'est ça, il pourrait y avoir une exclusion là, qui pourrait s'appliquer. Alors, il faut vraiment là, communiquer avec son assureur. Puis c'est pas suffisant comme assurance. Ça prend une assurance, assurance des entreprises. Des fois, il y a des polices pour des travailleurs autonomes. Je ne sais pas si vous en avez là, dans vos membres, mais ça, des fois, il y a des protections qui peuvent s'ajouter à la police d'habitation, mais ça ne fait pas partie. C'est un ajout, c'est des protections supplémentaires. On parle ici d'exercer sa profession de sa résidence. Si on parle, une partie de la question, c'est aussi, bon, ben, si on est un employé puis on fait du télétravail simplement à la maison, ben, c'est bon d'aviser son assureur, mais les biens qu'on amène de notre employeur pour travailler de la maison devraient être couverts par la police de l'employeur. Donc, si parmi vos membres, il y a des employeurs qui ont beaucoup d'employés en télétravail puis qu'ils ont fourni de l'équipement, bien, ils devraient s'assurer que leur assureur est au courant qu'il y a beaucoup d'équipement de l'entreprise qui est dans les résidences des employés. Très bien, je vous remercie. Et puis, je vais prendre une toute dernière question. Le temps file, mais un secteur qui a été très touché, là, on a parlé de la restauration, le camionnage, le secteur de la construction aussi, c'est un secteur là, qui
est aux prises avec qui subit des hausses, là, puis un membre là, qui assiste au webinaire demande là, que il y a eu un décret là, pour fermer la construction, ça a duré pendant 47 jours. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, pour avoir une réduction des primes d'assurance? Est-ce qu'il y a comme un certain nombre de choses qu'ils devraient faire? S'ils souhaitent obtenir un allègement. On comprend que chaque cas est différent, là, mais quelles sont les meilleures pratiques pour un entrepreneur de la construction qui a dû cesser ses activités pendant un certain temps et souhaiterait revoir sa police pour voir s'il y a un allègement de celle-ci qui peut être fait? Ben, c'est comme n'importe quelle autre entreprise, c'est de revoir avec son représentant là, les activités qui seraient interrompues, suspendues. Est-ce que il peut y avoir une réduction de prime pour cette période-là, parce que là, il n'y a pas d'exposition au risque. Ça, c'est à chaque assureur là, qui va voir s'il peut effectivement réduire la prime. Il y a l'interruption des affaires, c'est la même chose en construction. Mais il y a peut-être aussi des polices de chantier, des chantiers qui ne peuvent pas être en opération. Ça, c'est vraiment un domaine spécialisé que honnêtement, je ne connais pas beaucoup, mais ça vaudrait la peine de parler à son représentant pour voir si mes polices chantiers, pendant que je suis, c'est en suspens mes opérations, est-ce que ça, il y a quelque chose à faire avec ça? Ça mérite une discussion, c'est certain. Toute entreprise devrait avoir une liste des risques qui la guettent. Puis, ben, quand on a un changement dans nos activités, dans notre situation, on repasse à travers notre liste. Est-ce que dans ma situation actuelle, j'ai les mêmes risques qu'avant? Celui-là, oui, celui-là, non. Mon chantier que j'ai laissé de côté, ben, il peut quand même subir des dommages, donc ça ne change pas. Je n'ai pas d'employés qui peuvent se blesser sur le chantier. Ça, ce risque-là est différent. Donc, si on passe à travers notre liste, on connaît bien nos risques, on peut plus facilement après ça dire à notre assureur, bon, ben, bien, moi, il me semble que j'ai moins de risques de ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Puis ça vous rend proactif dans votre démarche. Puis, c'est vous qui lidez la discussion avec l'assureur. Vous êtes certain qu'il n'oublie rien parce que c'est vous le spécialiste de votre entreprise. Bien, sur ce, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Léane. Ça a été fort instructif. J'espère que pour les membres qui ont assisté au webinaire aujourd'hui, bien, ça vous donne des outils là, pour renouveler ou trouver votre assurance commerciale. Hein, on en a parlé, c'est important de parler avec votre représentant, c'est important de bien communiquer votre situation et donc, si vous avez des questions sur ce qu'on a présenté aujourd'hui ou sur l'assurance commerciale en général, ben, le Bureau d'assurance du Canada est là, peut répondre à un certain nombre de vos questions. Vous pouvez également nous appeler. On a un certain nombre de documents qu'on peut partager avec vous. On peut vous aider à vous rappeler un certain nombre de ces meilleures pratiques-là à garder en tête pour essayer de vous aider un peu du côté des assurances commerciales. L'enregistrement du webinaire va vous être envoyé dans les prochains jours. Vous allez pouvoir réécouter la présentation d'aujourd'hui, réécouter la période de questions et réponses. Et donc, vous pourrez aussi partager le webinaire d'aujourd'hui avec des amis entrepreneurs, des collègues, des connaissances. Encore une fois, je veux remercier le Bureau d'assurance du Canada pour sa présentation, sa disponibilité pour répondre aux questions d'aujourd'hui. L'assurance commerciale, c'est un dossier très important pour les entrepreneurs partout au pays. Le fait de pouvoir échanger avec vous, c'est très apprécié. Et puis, je souhaite à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui une excellente fin de journée et au plaisir de vous retrouver lors d'un webinaire très bientôt. Merci beaucoup.